Ce matin, il m'a donné du papier et un crayon. Il m'a demandé d'écrire une lettre à l'attention de mes parents pour leur dire que j'étais toujours en vie. La feuille blanche et le crayon mal taillé attendaient, posés sur le plateau, à côté de mes 2 biscottes quotidiennes. J'ai maigri. À chaque repas, je trace un trait avec le doigt sur le sol recouvert de poussière. 6 jours de captivité. Je corrige. 6 jours depuis mon premier réveil. Mais avant, pendant combien de temps suis-je restée inconsciente ? Mon dernier souvenir remonte à la soirée chez Lisa Boyer, étudiante en première année d'histoire de l'art avec moi. Bien que nous ne soyons pas très proches, nous avons pour habitude de nous côtoyer depuis notre adolescence car nos parents fréquentent le même club de bridge. Lisa voulait profiter du luxueux appartement parisien une ultime fois avant qu'il ne soit vendu aux enchères. Son père n'avait pas réussi à entourlouper ses créanciers cette fois-ci. La saisie avait été engagée. Quand je ferme les yeux pour fouiller ma mémoire, je revois M. Boyer venir me saluer. « Hola, comment vas-tu, bichette ? Goûte-moi cette tartelette au chorizo. C'est un délice. Alors, tu vas suivre les traces de ton père et devenir conservatrice de musée ? » « Je ne sais pas encore, » ai-je répondu entre 2 bouchées de tartelette. « Tu as le temps, bichette. Allez, je m'éclipse. Je laisse les jeunes profiter de la fête. » Après un sourire en guise de réponse, j'ai tourné les talons pour rejoindre le bar. À cet instant, un homme grand, les cheveux coiffés en arrière, une barbe naissante, des yeux bruns entourés de cils d'une longueur hors du commun, m'a abordé, un verre dans chaque main. Stratégie classique. « Me permets-tu de t'offrir un peu de bulle ?» Une voix douce, un sourire charmeur. Je n'ai pas refusé. Malgré les avertissements réguliers de ma mère sur le danger de la jante masculine, je suis tombée dans le piège, telle une pauvre fille naïve. Il s'est présenté, mais j'ai oublié le nom qu'il m'a donné. Il est resté près de moi à discuter, me poser des questions sur mes études, mes parents, mes amis, jusqu'à ce que mon verre se vide. Un sentiment de plénitude m'envahissait, un bien-être inhabituel. À l'apparition des premiers vertiges, j'ai voulu m'asseoir, mais de puissantes nausées ont jailli de mon estomac. Ma respiration s'est coupée. J'éprouvais un besoin impérieux de sortir pour inspirer de l'air frais. Alors je suis allée sur le palier. Après, le trou noir. Aucun souvenir. Par chance, je n'avais rien bu d'autre. J'aurais pu y rester. Comment ai-je pu faire preuve d'autant d'imprudence ? Pour la première fois de ma vie, j'ai baissé la garde et le prédateur s'est jeté sur moi. À mon réveil, une terrible douleur m'a martelé le crâne, tandis que mes paupières tentaient tant bien que mal de s'ouvrir. Un instant, j'ai pensé être couchée dans mon lit. Toutefois, lorsque j'ai relevé la tête, je n'ai rencontré dans mon champ de vision ni mon dressing, ni la reproduction de Picasso sur le mur de ma chambre. Au lieu de cela, j'ai vu du vide, du néant, éclairé par une faible lumière qui filtrait sous la porte. La taille de la pièce ne devait pas dépasser 10 mètres carrés. Un lieu inconnu, entouré de cloisons nues et décrépites, avec un matelas au sol pour seul mobilier. Aucune fenêtre. Une unique issue relie la boîte dans laquelle je suis enfermée au monde réel. Une lourde porte blindée, agrémentée de 3 verrous que mon ravisseur prend soin de fermer chaque fois. Je l'ai identifié comme étant l'homme qui m'a proposé la coupe de vin blanc pétillant. Je suis persuadée que c'est lui, même s'il porte une cagoule quand il me donne les biscottes accompagnées d'un verre d'eau. S'il croit me berner avec une simple cagoule. Quand il a exigé que j'écrive à mes parents, j'ai songé à une demande de rançon. Mais la vérité, c'est que j'ignore ce qu'il va faire de moi. Il pourrait me regarder mourir à petit feu. Il pourrait me torturer. Dans ce cas, pourquoi ne l'a-t-il pas déjà fait ? Les interrogations se bousculent dans ma tête au point de me rendre folle. Par quel moyen lui échapper ? J'ai exploré les moindres recoins de la pièce, des murs recouverts de plâtre, des cloisons épaisses. Aucun endroit ne sonne creux. Une cage. Dans l'espoir de creuser un trou, j'ai tenté d'arracher les planches clouées au sol, mais sans succès. Je me figurais transformer ce trou en galerie et telle une taupe m'échapper vers la liberté. J'ai envisagé de me faufiler entre les jambes de mon kidnappeur au moment où il ouvre la porte, ou bien me jeter sur lui pour le frapper et le mordre. Toutefois, compte tenu de sa carrure, je ne ferai jamais le poids.
quand bien même je trouverais le courage de le défier. En temps habituel, je ne suis déjà pas vaillante, alors dans de telles circonstances, chaque fois que j'entends la clé dans le premier verrou, je me recroqueville dans un coin, les genoux contre ma poitrine, et je prie pour qu'il se contente de déposer le plateau. En 6 jours, il ne m'a pas touchée. Il n'a pas prononcé le moindre mot avant ce matin. Armée du crayon, je couche sur le papier tout ce dont je me souviens avant d'atterrir dans cet enfer. La page se noircit d'un rythme effréné. Une vague de chaleur envahit mes joues, mes doigts se crispent sur le crayon. La colère monte du plus profond de mon ventre jusqu'au sommet de mon crâne, avant de se transformer en envie de meurtre. Ma respiration s'accélère, mes forces se décuplent. S'il entrait dans la pièce à cet instant, ma haine le détruirait. Mais le moment n'est pas encore venu. Mon ravisseur ne pénétrera peut-être pas dans ma cage avant demain matin, pour récupérer le courrier que je n'ai pas écrit. Je pose le crayon. Assise sur le matelas, la tête entre les mains, je réfléchis. Les idées vont et viennent dans mon esprit. Trouver un moyen de le faire entrer plus en profondeur dans la pièce pour l'éloigner de la porte. Me laisser un champ libre. Une fenêtre d'ouverture. Je déplace le matelas contre le mur opposé à la seule issue. Les engrenages de mon cerveau tournent à plein régime. Mon plan se précise. L'attendre sans bouger sur mon lit de fortune, feindre d'avoir perdu connaissance, puis, lorsqu'il se tiendra suffisamment près de moi, l'attaquer par surprise au visage avec le crayon. Une arme bien médiocre, mais c'est la seule dont je dispose. Comme je me suis montrée conciliante depuis 6 jours, il n'aura aucune raison de se méfier. Si je le rate, il en sera fini de moi. Je dois toucher l'œil, dès le premier coup. Sa cagoule m'aidera à viser. D'agréables picotements me parcourent le corps à l'idée de réussir. J'étudie la meilleure position pour l'attendre avant de m'exercer. Puis je répète le mouvement de bras par lequel la pointe du crayon s'enfoncera dans son visage pour que ce geste devienne un automatisme. Les heures s'écoulent. Après avoir envisagé différentes hypothèses ou postures dans lesquelles il pourrait se tenir et divers angles d'attaque, je m'estime prête. Alors, dans la semi-pénombre de ma prison, je poursuis mon récit jusqu'à remplir chaque recoin de la feuille. Des pas cognent, puis se rapprochent, jusqu'à ce que le sol tremble sous mes pieds. Je laisse ma phrase en suspens tandis que sa voix résonne derrière la porte. « Alors, Bichette, tu as fini d'écrire à papa et maman ?» Une impression de déjà-vu m'envahit. Le choc tellement violent me fait craindre d'être tétanisée pour l'éternité. Le temps de réaliser que depuis 6 jours, je me trompe sur l'identité de mon ravisseur, la clé tourne dans la première serrure. Dans un mouvement d'une rapidité foudroyante, je m'allonge sur le matelas, dos à la porte, le crayon serré dans mon poing droit. Rester immobile. Faire comme si j'étais déjà morte. Peut-être le serais-je dans quelques minutes. L'heure de l'affrontement a sonné. Je suis prête.